Oui. Alors, quand tu es prête, Liliane, on peut commencer. Je suis prête. Allons-y. Est-ce que, donc, j'imagine que je me présente, c'est ça? Il n'y a pas de présentation comme telle? En fait, je peux, oui, je peux vous présenter si vous le souhaitez. En fait, c'est ça que j'allais vous demander avant qu'on commence l'enregistrement, mais là, j'ai vu que c'était commencé, là. Je voulais savoir si vous voulez que je vous présente quand même comme si on avait plein de gens avec nous. Il n'y a pas de souci, oui, oui, on peut faire. Parfait. Alors, bienvenue à cette présentation sur l'accueil équitable des étudiants internationaux dans les campus universitaires, piste de solutions par les pensées design pour le développement durable. On va d'abord commencer par la reconnaissance du territoire, si vous le permettez. Alors, j'aimerais reconnaître que je suis sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, ou je suis aujourd'hui, font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene et de la patrie de la nation métisse. Nous avons aussi des gens qui sont sur les terres du peuple Anishinaabe-Algonquin et la conférence IECOM a lieu sur le territoire visé par le traité numéro 13, soit les terres de la Première Nation des Michiwaga de la rivière Crédit à Toronto. Et j'ai le plaisir d'introduire Liane Dionne, qui est professeure titulaire à l'Université d'Ottawa à la Faculté d'éducation, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Donc, Liliane Dionne, je suis à la Faculté d'éducation et la présentation a été faite aussi en collaboration avec la professeure Diane Pruneau de l'Université de Moncton, qui travaille également avec moi. On est dans une grande équipe de recherche là, sur la pensée design. Et moi aussi, je veux honorer la terre, en fait, où je me trouve. En fait, je me trouve sur les territoires non cédés des Anishinaabe dans la région d'Ottawa-Gatineau. Alors, je voulais aussi mentionner cet important élément qu'on ne peut pas, ne pas considérer. Juste peut-être pour résumer, en fait, ma présentation, c'est qu'en fait, l'intérêt par rapport à l'équité des étudiants étrangers, c'est qu'on observe, dans le fond, de plus en plus d'étudiants internationaux sur nos campus universitaires au Canada. Et nous avons, en fait, fait une expérimentation avec la pensée design auprès de finissants en enseignement. Et ça l'a permis de trouver certaines solutions qui rejoignent des objectifs du développement durable, en l'occurrence l'indigénisation du campus, son verdissement, l'aménagement d'espaces de socialisation, mais aussi d'espaces d'études et de loisirs. Alors, ma présentation, je crois que j'ai quand même, si j'ai bien compris, j'ai environ 50 à 60 minutes pour la présentation, c'est ça? Alors, elle va se diviser en deux parties. La première, ça va consister à démontrer, en fait, comment la pensée design peut aider à solutionner des problèmes socio-environnementaux si on l'utilise de façon pédagogique, que ce soit avec des adultes ou avec des enfants, c'est le même processus. Et la deuxième partie, ça sera vraiment de regarder, en fait, suite à cette expérimentation-là que nous avons eue avec des finissants en enseignement, de regarder les solutions qu'ils ont trouvées pour les étudiants internationaux sur le campus universitaire et en fait, de faire une analyse plus approfondie de ces solutions-là selon les objectifs du développement durable et selon aussi d'autres modèles qui servent à une transition écologique des campus universitaires. Là, je m'excuse, j'ai un peu la gorge sèche ces jours-ci et je vais boire un peu de thé là, durant la présentation. Donc, le premier, comme je vous ai dit, la première partie, c'est vraiment de regarder le processus que nous avons vécu par rapport à la pensée design avec les étudiants. Donc, comment on a procédé, en fait, avec les étudiants pour trouver des solutions? Alors,
En recherche, vous savez qu'il y a toujours des éléments de problématique qui sont importants de vraiment de mettre à plat avant de s'attarder au reste de la recherche. Donc, au niveau de cette problématique-là, c'est qu'on observe que plusieurs, comme je mentionnais en résumé, plusieurs universités au Canada s'internationalisent. Ça peut être aussi bien par la présence plus abondante, en fait, d'étudiants étrangers sur les campus. Et aussi, bien, comme on sait, de plus en plus, bon, avec la pandémie, il y a des programmes qui sont offerts en ligne. Donc, on recrute en fait beaucoup à l'extérieur du Canada des étudiants internationaux. Mais en fait, la problématique que moi j'adresse, c'est davantage par rapport aux étudiants qui sont sur place, donc qui logent sur les campus, qui utilisent les facilités des campus, les résidences, qui vont utiliser les services, par exemple, de cafétéria. Et ça fait en sorte qu'en fait, le campus universitaire devient leur maison. Et comme ces jeunes-là, habituellement, c'est des jeunes adultes qui viennent étudier au Canada comme étudiants internationaux, bien évidemment qu'ils laissent derrière eux leur famille la plupart du temps. Et donc, ils vivent seuls ici au Canada, donc ils vivent un certain isolement. Et le fait d'être isolés de leur famille, le fait d'avoir moins de liens sociaux avec leur famille, peut les rendre plus à risque pour leur santé, en fait. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la pensée design pour le potentiel à résoudre un problème socio-environnemental. Et le problème sur lequel on s'est attardé, c'était de tenter de trouver des solutions au bien-être des étudiants internationaux sur un campus universitaire, en l'occurrence le campus universitaire de l'Université d'Ottawa où je travaille. Donc, je travaille à l'Université d'Ottawa depuis 14 ans et j'ai vu depuis mon arrivée, en fait, c'est sûr que le campus a beaucoup grossi. Il y a eu beaucoup de nouveaux édifices qui se sont ajoutés. Et je me rappelle, quand je suis arrivée, moi, à mon pavillon, on avait des beaux arbres qui entouraient notre pavillon. Et pour construire un nouveau pavillon, ils ont été obligés d'abattre ces arbres qui étaient vraiment des arbres magnifiques. Ça a été vraiment difficile. Et c'est sûr que, tu sais, on est en plein cœur d'Ottawa, donc c'est vraiment un campus qui est très bétonné. Mais heureusement, depuis quelques années, il y a quand même des efforts qui sont faits là, pour solutionner ce problème de béton qui perdure. Alors, au niveau de notre méthodologie, comme je vous mentionnais, on a travaillé avec des étudiants qui finissaient leur programme de formation à l'enseignement nous, on a 2 programmes de formation à l'enseignement à l'Université d'Ottawa. On a un programme francophone et un programme anglophone. Et on a recruté, en fait, 7 étudiants du programme francophone pour vivre, en fait, un processus de pensée design. La pensée design, c'est une pensée d'ingénierie. Je vais y venir dans quelques instants. Pour résoudre un problème socio-environnemental. Ces étudiants-là, on n'a pas fait de sélection au niveau de nos étudiants, en fait, mais étrangement, les 7 étudiants qu'on a recrutés pour vivre le processus, c'était tous des étudiants issus de l'immigration. Et la majorité était issue de la région, de l'Afrique, en fait. On a beaucoup d'étudiants étrangers dans notre programme francophone. On attire beaucoup d'étudiants qui viennent justement de l'Afrique francophone, de l'Europe francophone et aussi des Antilles francophones dans notre programme à l'Université d'Ottawa. Alors, ces étudiants-là, comme je vous ai dit, on aurait pu avoir une diversité culturelle, mais finalement, c'est ça, c'était des étudiants qui étaient issus de l'immigration, dont l'âge variait entre 30 et 55 ans. Et ces étudiants-là ont vraiment choisi de venir avec nous volontairement. Il n'y a eu aucun incitatif, aucun
aucune rémunération, aucun cadeau, même si c'était dans le cadre d'un projet de recherche que ça s'est fait, parce que c'est dans le cadre d'un plus grand projet de recherche sur la pensée design. Ils ont choisi volontairement de venir et on avait un certificat éthique, évidemment. Ils étaient libres de se retirer en tout temps, les étudiants. Et on a eu des rencontres avec eux pendant 7 semaines. Durant 7 semaines, c'était aux alentours entre le mois d'avril et le mois de juin. Et il y a eu des rencontres une fois par semaine avec des activités aussi entre les rencontres. Et ces étudiants-là ont été accompagnés d'une équipe de 3 personnes, dont moi-même, et aussi une animatrice et une co-animatrice. Donc, moi, j'agissais comme chercheur, observatrice participante dans le processus. Alors, excusez. La pensée design, c'est une méthode. C'est une méthode qu'on appelle en anglais le design thinking. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et en gros, c'est une démarche créative de résolution de problèmes. Et cette démarche-là créative a été développée par un organisme aux États-Unis qui s'appelle IDEO. Et c'est quand même assez, ça fait quand même quelques années là, que ça roule, le design thinking. En fait, on a ici une définition de 2006 qui dit qu'en fait, le design thinking ou la pensée design, c'est un processus de co-construction créative de solutions qui utilise l'intelligence collective. C'est une approche, en fait, qui va placer l'humain au besoin, dans le fond, d'un processus de recherche de solutions pour trouver des solutions durables à des problèmes que des gens, des personnes ou des communautés pourraient avoir. Comme ici, bon, vous avez un exemple, il y a une bicyclette là, avec une drôle de bicyclette avec comme un réservoir en avant. C'est qu'en fait, il y avait des communautés où il y avait des gens qui travaillaient, puis il y avait difficilement accès à de l'eau potable. Alors, IDEO a développé cette bicyclette-là avec un réservoir d'eau. Et ça s'appelle un aquaduc pour justement procurer de l'eau potable aux gens qui en avaient besoin dans ces communautés-là. Alors, il y a plusieurs organisations, en particulier des ONG ou des organisations internationales qui vont utiliser la pensée design, que ce soit pour créer des produits, comme un peu comme l'aquaduc, ou offrir des services aux communautés, ou en fait faire vivre des expériences dans l'idée, en fait, d'améliorer la vie de personnes ou de certaines communautés. Un des exemples qu'on utilise souvent quand on présente la pensée design, c'est que dans certaines régions du globe, comme vous savez, il y a des régions où les familles se trouvent très loin des hôpitaux. Et quand la maman accouche d'un bébé qui est prématuré, parfois, ça peut être difficile d'avoir accès à des incubateurs. Donc, la compagnie IDEO avait développé un petit incubateur portatif pour permettre à ces mères-là qui vivaient loin des hôpitaux de pouvoir, dans le fond, avoir leur bébé près d'elles. Et ça ressemble à un petit sac de couchage où on insère le bébé et puis il y a un système là, pour fournir de la chaleur au bébé. Et là, le bébé est porté par la mère et le bébé, dans le fond, peut rattraper là, son poids assez rapidement avec cette solution-là. Fait que ça, c'est des exemples comme tels de solutions qui ont été trouvées par la pensée design. En fait, il y a des caractéristiques à la pensée design. Comme j'ai dit, c'est un peu un processus de résolution de problèmes, un peu comme en didactique des sciences, en enseignement des sciences. Mais ce que ça a de particulier, la pensée design, c'est que c'est vraiment une approche qui est centrée sur les besoins des usagers et qui, en plus, il y a vraiment une étape où on doit vraiment aller chercher le point de vue des usagers au début et aller aussi avec les solutions qu'on a trouvées, retourner auprès de ces usagers-là à la fin pour valider les solutions qui ont été trouvées. Donc, mais ça peut ressembler, en fait,
assez à la résolution de problèmes technologiques, par exemple, qu'on utilise en didactique des sciences, quand on enseigne la didactique des sciences, quand on pratique la didactique des sciences comme enseignant. En fait, comme on dit toujours que la pensée design, c'est vraiment une approche qui est très concrète. Donc, on n'est pas dans l'abstrait du tout, on n'est pas en mathématiques, on est vraiment dans le concret. C'est une démarche aussi qui est empathique, donc on se met à la place, on essaie de se mettre à la place des gens qui ont des difficultés, qui éprouvent des difficultés. Donc, elle est centrée sur les besoins des usagers. C'est une démarche qui est très optimiste, donc on n'est vraiment pas dans le négatif, on est vraiment dans la recherche de solutions avec les usagers. C'est une démarche aussi qui valorise beaucoup l'itération, les allers-retours dans la démarche entre, bon, OK, on réfléchit, on revient avec les idées des usagers. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'itération. Et c'est une démarche aussi qui valorise beaucoup l'essai et l'erreur. C'est une démarche qui peut être vraiment diverse dans la façon de fonctionner. Ça peut être une démarche qui fonctionne au niveau de l'induction, donc qui va comme partir d'observations pour essayer de trouver comme une théorie ou un modèle, ou qui va partir d'un modèle puis ensuite vouloir l'appliquer, ou qui va être abductif. L'abduction étant, dans le fond, la combinaison entre l'intuition et l'induction et la déduction. Donc, mais ça, c'est sûr que là, je ne m'attarde pas énormément sur la pensée design parce que je veux aller aussi voir les solutions qu'on a trouvées avec l'expérimentation avec nos finissants en enseignement. Mais il y a beaucoup d'écrits. On a aussi un guide pédagogique qu'on a développé avec notre équipe et qui est accessible sur le net. Puis j'ai la référence aussi à la fin des diapos. Donc, si je reviens aux caractéristiques de la pensée design, souvent, on va dire que les équipes idéales en pensée design, ça va être des petites équipes de 4. Nous, dans le processus qu'on a vécu, on avait une équipe de 7, mais vous allez voir qu'à la fin, l'équipe de 7 s'est scindée en 2 pour travailler plus en petits groupes. Donc, il y avait un sous-groupe de 4 et un sous-groupe de 3. Et quand on fait, mettons, si vous êtes en salle de classe et que vous faites une expérimentation avec la pensée design, vous allez comme essayer de chercher des gens qui ont des profils différents pour les mettre ensemble. Donc, pas avoir des équipes homogènes, mais former plutôt des équipes hétérogènes avec des gens qui sont plus créatifs, d'autres qui vont avoir une pensée plus convergente, plus mathématique, d'autres qui vont être plus des penseurs, d'autres qui vont être des décideurs, des personnes qui vont être plus dans la manipulation. Donc, on essaye de faire un petit mélange. Et durant le processus, on va tenter de cultiver une atmosphère très positive de collaboration. On va comme valoriser le plaisir, l'amitié entre les gens. On va aussi beaucoup croire aux capacités des solutionneurs. Les gens qui vont faire le processus de pensée design, on les appelle des solutionneurs parce qu'ils vont trouver des solutions. Et il faut se rappeler aussi que l'essai-erreur, comme on a dit tantôt, ça fait partie du processus. Il faut être aussi, faut penser aussi en dehors de la boîte, dans le sens qu'il faut laisser aussi venir des idées qui peuvent être très farfelues, qui peuvent sembler un peu étranges ou qui peuvent être très créatives et très novatrices. Il faut les laisser émerger, ces idées-là. Mais il ne faut pas non plus rester dans l'abstrait parce qu'éventuellement, il faut pouvoir transposer ça dans la réalité. Voilà ma petite vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage des diapos et je vais aller sur la vidéo. C'est une petite vidéo. Désolée, elle est en anglais, mais je trouvais que c'était vraiment comme la plus sympathique pour vraiment montrer les étapes de la pensée design. Okay, fait que je vais vous montrer ça dans quelques instants. Alors, OK, attendez un petit peu. Ici, il faut que je retourne dans mon... Comme ça. Et là, je recommence à partager mon écran. Est-ce que vous voyez?
Parfait. Est-ce que vous allez... J'espère... Dites-moi si vous entendez le son, s'il vous plaît. Let's see what happens. You get Willie a stick of it. Oh, look at the water. Because they've been exposed to design thinking at such an early age, that creativity has just blossomed. They can really think outside the box, and they really feel that there is not a problem out there that they cannot devise a solution for. Do you want to drink that? No. See what you can do to redesign it. At Design 39 campus, we want our students to be working on real-world work in real-world ways. Design thinking is an innovative approach to problem solving, and it's a step-by-step process, designing for a specific purpose or person. Because it's World Water Day, today's design challenge is creating a water filtration system using natural resources. In design thinking, the first thing you have to do is empathize. If you don't do that, you won't be able to make the right thing for the person. Okay, listen up. This morning, we watched a few videos to see how other people get water. It was about a girl that had to walk 4 miles to get water and 4 miles to get back. And her back was aching because of that heavy bucket of water on her head. We just have to get a glass of water from the fridge. After we showed them the video, we just shared some facts with them. Worldwide, here's how many people don't have access to clean water. In the video, what did you notice around her? Some of the natural resources around her. A bunch of sticks and plants. So could she use these items? Yes. So for the research part, we needed the kids to experience these natural resources. What happens when you pour water through sand? What happens when you pour water through cloth? So you didn't get all of the dirt? Most. After research, we'll define the problem. A lot of times they need to come up with the definition. What is the problem that we're trying to solve? With this one, we had a problem already defined. So our problem is people who do not have access to clean water need a way to filter water so they don't get sick from it. What's next? Brainstorm different ideas. When students are ideating, we talk about rapid ideating. We don't want them to waste too much time kind of working through one idea or adding a lot of details. It's just, what if I made it this way? And what if I changed it that way? Oh, so you're saying to like layer some of those materials? Then they go ahead and prototype. This is not your final building. It's like your model, so when it comes to your real one, you know what you're gonna build. Walking around to the tables, you hear students starting to combine different ideas. Drawing it first shows how you're gonna build it. Now we will connect a pipe right here. And then it has to turn and go upside. So now they have their paper model, it's labeled, so they can go and get the supplies needed and start building it. We need a clock. The prototyping when they're building it can be sometimes the quickest part. They have it all planned out, they know what they're building. After students prototype, they're excited to jump in and see, how did my prototype work? What number would you say this is for turbidity? We brought out a turbidity scale, which they would be looking for the clarity of the water, and then a ppm device, which would measure the purity of it. So even though water might be clear, it still might not be safe to drink. What do you see, Brandon? What number? 985. If it fails, you have to see the problems and make it again. The final stage in the design process is we'll have them upload into their digital portfolio. 2, 1. Sometimes it's about publishing results that didn't quite work so that others can learn from it. Publishing could just be sharing out to an audience. What would they change, or what was challenging about the project? How did the group work together? And you guys took both ideas and made it into one. And how did that make you feel, Emma? Starting design thinking at a really early age, they'll take more risks. They start learning goal setting, problem solving, perseverance. First attempts don't always work out. It's okay to fail and try again, because then you actually are learning something like, oh, this doesn't work, let's try this. 7:35. I think it's good because it's not just thinking about yourself,
but thinking about other people, and I think that's very important. OK. Donc, je vais fermer ça et je vais repartager. Je vais repartager ma PowerPoint. C'est bon? D'accord. OK. Alors, je reprends ici. Donc, comme vous avez vu dans la présentation vidéo, c'est sûr que là, c'est avec des enfants, mais essentiellement, c'est les mêmes étapes. Nous, on l'a vécu avec des adultes. Je pense que c'est vraiment une belle approche qu'on peut vivre à tous les niveaux, en fait, là, moi, je dirais même très petit, là. Même, ça pourrait même se vivre en maternelle jusqu'à la fin de l'université, là. C'est vraiment une méthode qui peut être adaptée selon les personnes là, qui participent. Donc, il y a 6 grandes étapes. Je vais y aller comme vraiment les présenter. Là, la première étape, l'observation-inspiration, c'est vraiment une enquête ethnographique pour comprendre le problème des personnes concernées, leur situation aussi. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment de chercher l'information et les différentes perspectives du problème, synthétiser l'information. On appelle aussi la deuxième étape poser le défi conceptuel. C'est très important de poser le défi conceptuel à l'aide de représentations visuelles. La troisième étape, puis on l'a vu aussi dans la petite vidéo, c'est l'idéation, quand que les gens ils commencent à réfléchir à toutes sortes d'idées. Il faut formuler des nombreuses idées et choisir certaines de ces idées-là qui vont ensuite aller dans la quatrième étape qu'on appelle le prototypage. Donc, on va construire des prototypes qui vont illustrer les idées choisies et dans le but, dans le fond, de choisir, d'évaluer le potentiel de certaines idées et d'en sélectionner vraiment quelques-unes, là. Puis ensuite, il va y avoir des essais pour évaluer et raffiner les prototypes. Et là, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un retour vers les usagers pour voir ce qu'ils en pensent. Et ensuite, il va y avoir une phase, une fois que tout ça s'est terminé, il va y avoir une phase de communication pour faire connaître le produit comme tel. Mais parfois, en salle de classe, on ne se rend pas nécessairement à la 6e étape. Donc, nous, on a appliqué, comme vous savez, la pensée design à la question du bien-être des étudiants internationaux sur un campus universitaire, en particulier le campus de l'Université d'Ottawa. Et donc, on a la première étape, en fait, il s'agissait pour les étudiants de constater qu'il y avait des étudiants internationaux qui étaient peut-être pas, qui n'avaient peut-être pas l'environnement pour être le plus heureux possible, finalement. Donc, ils se sont vraiment comme penchés sur cette idée-là. Et donc, ils se sont demandé, en fait, comment ils pouvaient contribuer à améliorer le bien-être des étudiants internationaux. Donc, ils se sont vraiment interrogés là-dessus, ils se sont vraiment mis au travail. Et ils sont allés, en fait, interviewer les étudiants internationaux. Chaque étudiant, les 7 étudiants ont été interviewés. 3 étudiants internationaux sont allés les retrouver dans les résidences. Et pour leur demander qu'est-ce qui pourrait servir à combler leurs besoins, comment ils pourraient être plus heureux sur le campus. Fait qu'ils ont vraiment été faire une collecte de données. Ils sont revenus ils ont interviewé, ils ont enregistré aussi les étudiants. Ils sont revenus avec ces enregistrements-là et ils ont compilé les dires des usagers. Et ils ont trouvé, en fait, que les étudiants parlaient beaucoup d'esthétisme, en fait, de beauté du campus, de la beauté du campus, de mettre plus d'arbres, de mettre plus d'arbustes, de mettre plus de fleurs, de mettre des œuvres d'art. Ils voulaient aussi que le campus leur offre plus d'espace de socialisation.
c'est vrai qu'à l'Université d'Ottawa, les petites tables, des fois, là, il n'y a pas grand place à l'ombre ou des places intéressantes pour aller s'asseoir dehors. Il n'y en a pas tant que ça. Et il disait qu'il voulait des places de socialisation, des places aussi pour étudier à l'extérieur. Ils ont dit que tout ça, ça contribuerait à leur bien-être. Fait que là, avec ces données-là, les étudiants, nos solutionneurs, on se sont mis à travailler. Et donc, ils ont voulu, en fait, trouver le défi conceptuel. Et en fait, ce qui ressortait beaucoup de ce que les usagers disaient, c'était qu'ils voulaient avoir plus de verre dans le campus, que dans le fond, que si on faisait une transition écologique du campus, ça serait beaucoup plus, comment je peux dire, les étudiants internationaux seraient beaucoup mieux, ils seraient plus heureux de vivre sur le campus à l'année. Fait que c'est ça vraiment qui aurait sorti pour aboutir finalement à... Là, il y a eu des recherches, sont allés sur l'Internet pour aller voir s'il y a d'autres campus qui sont aménagés de façon écologique. Puis effectivement, il y a des campus. On a trouvé des campus où il y avait même, pas des piscines, mais des, vous savez, comme des bassins d'eau, un peu comme les bassins d'eau pour les enfants, mais c'est pour les adultes. Il y a des jeux, il y a des espaces de jeux, il y a des espaces barbecue, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des bassins d'eau. Il peut y avoir des animaux sur les campus. Donc, il y a vraiment, là, quand on va sur le net, qu'on regarde au niveau des possibilités qu'un campus soit écologique, là, il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est sûr que ça prend des ressources monétaires pour aménager éventuellement, mais il y avait aussi toute l'idée de socialisation qui ressortait selon les usagers. Fait qu'on est parti vraiment dans ces pistes-là. Et en résumé, c'est ça. En fait, il y avait trois grandes catégories pas de solutions, mais d'éléments qui pourraient contribuer au bien-être. C'était l'aménagement des espaces verts, mais aussi l'aménagement des espaces de socialisation, les espaces de jeu, puis des espaces d'études en plein air. Donc, c'est vraiment comme les grandes catégories qui sont ressorties au niveau de la collecte de données de nos solutionneurs. Et le problème, en fait, le défi conceptuel, c'est souvent formulé sous forme de questions dans la pensée design. C'est comment le campus universitaire pourrait être aménagé pour mieux satisfaire aux besoins de bien-être des étudiants internationaux. Là, on avait vraiment là notre défi conceptuel. C'est long au début quand on fait la pensée design pour vraiment focusser sur le bon défi conceptuel. Et là, bon, on est passé à l'étape d'idéation. Là, il y a eu comme des affichages, un peu comme l'image qui est là. Il y a eu des babillards avec plein de petits papillons, avec des notes dessus. On a utilisé aussi un outil numérique qui s'appelle Miro, ou anciennement Real-Time Board, qui a servi aussi à aller comme mettre toutes ces idées-là en commun, parce qu'on partageait le même site avec Real-Time Board. Et là, il y a eu beaucoup d'idées. Là, il y a eu des choix qui se sont faits sur les meilleures idées, évidemment, par consensus. Et il y a eu des idées qui ont été délaissées, comme il y avait les solutionneurs ont pensé, bon, on va construire une grosse piscine, on va faire un terrain de foot. Mais là, bon, il y avait des idées quand même qui étaient comme peut-être pas tellement réalistes. Fait qu'on a un petit peu délaissé ces idées-là pour garder les idées plus réalistes. Et là, il y a eu un prototypage qui a été fait. Donc, on a utilisé des panneaux, on a recyclé des panneaux qui avaient servi à des expos sciences parce que moi, bon, j'enseigne la didactique des sciences. Et dans le laboratoire, on a plein de matériel. Puis, il y avait des panneaux qui avaient servi aux expos sciences. Fait qu'on a récupéré les panneaux puis on a utilisé le verso pour faire 2 maquettes. En fait, on a divisé là, le groupe de 7 en 2 sous-groupes. Et les 2 sous-groupes ont, dans le fond, mis différentes solutions sur leurs maquettes respectives avec du matériel de bricolage. Comme vous pouvez voir, là, il y a des petites pailles, il y a de la pâte à modeler, il y a des petits
ils ont découpé, ils ont mis toutes sortes d'affaires, là, des cordes. C'est tout du matériel de récupération qu'ils ont utilisé. Là, on n'a pas utilisé aucun matériau neuf pour faire ça parce qu'on voulait être environnemental dans notre démarche. Et finalement, c'est ça, là, on a regardé les 2 maquettes. Et là, finalement, là, ils ont pris des photos des maquettes, ils sont retournés voir les étudiants internationaux. Certains étudiants qui avaient interviewé leur avaient demandé leurs coordonnées, fait qu'ils ont communiqué avec eux, ils leur ont donné rendez-vous, ils leur ont montré les maquettes et les usagers se sont dit vraiment satisfaits de voir là, le verdissement, les fleurs, la création d'espaces de socialisation, d'études. Ils étaient vraiment contents avec ça, puis même, tu sais, je veux dire, les solutionneurs en ont mis encore plus là, pour épater la galerie, si on veut, là. Et ce qui était vraiment intéressant avec nos solutionneurs, c'est que, bon, comme vous savez, depuis quelques années, on parle beaucoup d'indigénisation des campus universitaires. Et ils se sont montrés très, très sensibles, nos solutionneurs, à la question autochtone. Et dans les pistes de solutions qu'ils ont proposées, ça a été d'ajouter comme un parcours de découverte avec plein de plantes qui sont très utilisées dans la culture autochtone, avec des panneaux éducatifs pour expliquer c'est quoi ces plantes-là, à quoi ça sert, tout ça. Fait que c'était vraiment, ils ont vraiment sorti des superbes bonnes idées. Puis là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que là, on a pris les meilleures idées des 2 maquettes et là, on les a installées dans une seule maquette. Fait qu'il y a eu comme une seule maquette et donc, il y a eu énormément de solutions de verdissement, de socialisation, d'indigénisation qui ont été mises sur la maquette. Là. On ne voit pas tous les petits détails. Puis je me rappelle aussi, il y avait comme un jardin des nations où, en plus des fleurs, des arbustes et tout ça, il y avait tous les drapeaux des étudiants, de l'origine des étudiants, comme par exemple le drapeau de la Corée, s'il y a des étudiants coréens, drapeau du Bénin, du Sénégal, et j'en passe, là. Donc, un genre de jardin des nations avec les drapeaux représentatifs de tous les étudiants des pays d'origine, de tous les étudiants qui sont à l'Université d'Ottawa. Ça, c'était bien, bien intéressant aussi. Et au niveau de la communication, c'est sûr que la maquette, après, quand les solutionneurs ont quitté, bon, ils avaient terminé leur programme, ils sont partis. Nous, dans l'équipe, on est resté avec ces solutions-là. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des dirigeants de l'Université d'Ottawa et je leur ai partagé ces solutions-là. Et vous allez voir, je vais vous montrer un peu des photos de notre campus universitaire. Mais en tout cas, il y a eu des développements depuis 2018. Là. Il me semble que le verdissement du campus de l'Université d'Ottawa s'est accéléré. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si c'est à cause de nous ou quoi, mais en tout cas, il y a eu quand même une démarche de verdissement qui s'est passée. Donc, là, je viens à la partie des solutions. Fait que c'est bien beau tout ça, on a obtenu des solutions intéressantes, mais c'est intéressant aussi de les analyser, de voir dans le fond comment ces solutions-là répondent vraiment à des réels besoins, aux modèles aussi qui existent dans la documentation scientifique. Donc, on est allé voir dans la documentation scientifique pour voir c'est quoi les solutions qui peuvent être proposées pour une transition écologique de nos campus universitaires. Je pense que on s'adresse à des questions de bien-être très importantes, autant au niveau d'une santé physique que d'une santé mentale, quand on parle d'aménager des campus universitaires. Et on sait, avec la recrudescence, malheureusement, de suicides chez les étudiants, comment ces pistes-là sont tellement importantes, tellement... c'est crucial que nos campus universitaires, nos dirigeants soient sensibles à cette dynamique-là et favorisent la transition écologique de nos campus. Fait que je vous dis ça tout de suite, là, mais vous allez voir que dans les pistes, puis dans l'analyse des pistes, c'est aussi ça qui ressort. Donc,
Quand on regarde au niveau des solutions qui ont été proposées par nos étudiants, par nos solutionneurs, on voit en fait que ressortent 3 grandes catégories de solutions, comme on a dit. Donc, il y avait des solutions qui avaient rapport au verdissement du campus. Il y avait des solutions qui portaient sur le fait de créer des lieux de socialisation et des lieux d'études. Mais quand on regarde au niveau de ces catégories de solutions-là, oui, il y a des solutions qui concernent le verdissement, mais quand on regarde au niveau de l'indigénisation ou des référents culturels, on est vraiment dans le domaine de développer un sentiment d'appartenance sur les campus universitaires. Et quand on regarde au niveau, par exemple, de l'étude à l'extérieur, des rencontres, mettons, d'un étudiant, je ne sais pas moi, chinois avec un Canadien pour apprendre l'anglais, de l'étude à l'extérieur de la détente et des loisirs, on est vraiment dans le domaine de la socialisation. Et donc, ici, on les retrouve, là, j'ai fait un petit schéma pour les rassembler, donc le verdissement, la socialisation et le sentiment d'appartenance. Donc, quand on regarde les solutions, on peut les diviser justement dans ces 3 catégories-là. Et quand on regarde dans la littérature, qu'est-ce qui est fait par rapport à l'écologisation des campus ou la transition écologique, on a un modèle qui est très intéressant, qui vient de Evans et Hall, qui est quand même récent, 2010. Et ce modèle-là, dans le fond, il met l'emphase sur le sentiment d'appartenance et aussi sur la socialisation. Pas tellement sur le verdissement pour ce modèle-là. Donc, ce modèle-là met l'emphase sur la relation entre l'étudiant et l'environnement du campus universitaire, mais plus dans une dimension d'écologie humaine et d'écologie développementale, pour faire en sorte finalement que cette combinaison-là contribue et aide au développement de l'étudiant ou de l'étudiante, du jeune adulte qui est loin de sa famille. Et dans ce modèle-là, les institutions universitaires doivent se demander si les étudiants, mais aussi tout le personnel qui vivent sur les campus, est-ce qu'on a comme personnel, comme prof, comme faculté, des espaces nécessaires pour interagir au niveau de la socialisation? Moi, je peux vous dire qu'à l'Université d'Ottawa, mes collègues des autres facultés, je ne les connais pas. Il n'y a pas d'espace de socialisation pour connaître les profs. Mes collègues, il y a à peu près juste au niveau du syndicat, quand on a des réunions syndicales, que je fréquente un peu les profs qui viennent des autres facultés. Sinon, je connais juste les profs de ma faculté. On n'a pas d'espace. On n'a pas de... Je me rappelle, moi, j'ai fait des charges de cours à l'Université de Sherbrooke. On avait une cafétéria pour les profs. On pouvait se rencontrer, on pouvait aller manger là. Et là, on pouvait comme socialiser avec d'autres professeurs. Ça n'existe plus, ça. Il n'y en a plus. Le monde, ils mangent dans leur bureau le midi. Il n'y a plus de repas convivial. Donc, on a besoin, tout le monde, les étudiants comme le personnel, d'espace de socialisation. Le modèle de Evans et Hall aussi propose que tout le monde sur le campus doit se sentir accueilli. Peu importe l'origine, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe l'expérience, peu importe l'âge, peu importe l'origine ethnique, la culture, tout le monde doit se sentir accueilli dans un campus. Et donc, le fait de se sentir accueilli comme ça, bien, ça crée un campus aussi sécuritaire. Donc, chaque personne va se sentir à l'aise de venir sur le campus. Et ça fait partie de ce qu'on appelle de l'appartenance, donc de la grande catégorie des solutions qui rejoignent l'appartenance. Donc, dans ce modèle-là, la notion de participation étudiante, elle est cruciale. Parce que, par exemple, nos solutionneurs, dans notre projet, dans notre expérimentation de la pensée design, ils ont proposé des aires de jeu et de sport. Bon, c'est une façon de socialiser, c'est une façon de participer, mais c'est une participation ludique qui peut être vraiment sporadique. Si, par exemple, on engage les étudiants dans des groupes qui vont, par exemple, soutenir et qui vont entretenir un jardin, ou qui vont entretenir des ruches, ou qui vont entretenir des sentiers, ou qui vont partir un petit commerce équitable sur le campus, un dépanneur sans déchets.
ou une petite épicerie avec des aliments biologiques, par exemple. Donc là, on met vraiment à profit un engagement, ce qu'on appelle le stewardship, l'intendance des étudiants. Et là, on va avoir vraiment un engagement qui va être beaucoup plus permanent et qui va donner aux étudiants le sentiment d'être vraiment dans un milieu de vie qui est dynamique. Ils vont sentir une appartenance. Donc, quand on regarde les pistes de solutions qui ont été amenées par nos solutionneurs, c'est sûr qu'on n'a quand même pas travaillé tant de temps que ça ensemble. Ils ont quand même trouvé des pistes de solutions très, très intéressantes. Mais si on avait poussé plus loin, on aurait pu aller du côté, justement, de l'intendance environnementale et d'une plus grande socialisation interculturelle. Et pour Strange et Banning, qui fait écho à Banning et Kaiser, l'étude plus ancienne de 1974, l'idée serait vraiment de développer un tissu communautaire, ou même on parle aussi d'un ciment social. Et il y a un exemple très, très intéressant aux États-Unis, à l'Université Fairfield. Je ne la connais pas, j'aimerais beaucoup la visiter, mais ça serait un modèle d'écologisation de campus parce que dans cette université-là, il y a vraiment comme une volonté d'avoir plein de communautés, que ce soit des communautés de vie, qui pourraient être comme, mettons, je ne sais pas, une communauté de gens qui aiment la danse, par exemple, ou les arts, mais des communautés aussi d'apprentissage, mais aussi des communautés de mentorat où des gens plus expérimentés ou plus anciens à l'université vont aussi accueillir les plus jeunes. Et ça, c'est important aussi pour l'insertion dans le milieu universitaire. Donc, une participation beaucoup plus active à ces communautés-là va permettre, dans le fond, aux étudiants de se sentir, d'avoir un sentiment d'appartenance beaucoup plus grand et de se sentir en sécurité. Alors, comme je parlais, le fameux tissu social ou le ciment communautaire, ça peut se réaliser de différentes façons. Oui, le sport peut être un moyen, mais l'engagement dans d'autres communautés aussi, c'est important. Et l'engagement dans le verdissement, ça serait vraiment des voies au niveau aussi d'une transition écologique, de développer des jardins, ça peut être des jardins de légumes, des jardins de fruits. Il pourrait avoir une vente de légumes, une vente de fruits. Il pourrait avoir des abeilles, il pourrait avoir peut-être des bassins avec des poissons. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, même sur des campus, même en milieu urbain. Ça contribuerait vraiment à la transition écologique. Donc, si on regarde au niveau des objectifs du développement durable, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, Ashley. Il nous reste environ 5 minutes de présentation, puis 5 minutes pour la période de questions. Et ça, c'est considérant le retard technique qu'on a pris à cause que mon ordinateur ne fonctionnait pas bien tout à l'heure. Oh, OK. Je pensais que j'avais 1 heure, mais en tout cas, je vais accélérer. Je me suis... Oui, c'est ça. OK. Donc, quand on regarde les objectifs du développement durable, comme vous savez, les Nations unies ont développé un superbe tableau avec 17 objectifs du développement durable. Quand on regarde les solutions qui ont été proposées par nos solutionneurs par rapport à ces objectifs-là, évidemment, on en rejoint quelques-uns, on ne rejoint pas les 17. Là. Et on ne leur a jamais présenté ça. Nous, on évalue, dans le fond, on a analysé les solutions a posteriori. Mais quand on regarde au niveau de ces objectifs-là du développement durable, on se rend compte que la majorité des solutions qui ont été proposées par nos solutionneurs concernent l'amélioration des villes et de communautés durables. Donc, ça, on rejoint quand même bien ça. Et là, on a donné un chiffre de 1 à 5 pour dire 5 étant beaucoup puis 1 étant très peu. Comme deuxième objectif qui est rejoint, c'est quand même la bonne santé et le bien-être. On voyait bien que les solutionneurs étaient très concernés par le bien-être autant mental que physique des étudiants internationaux. Il y a aussi un désir d'une éducation de qualité en faisant des panneaux éducatifs dans les sentiers et tout ça avec
l'idée aussi de faire des espaces d'études. Donc, on voit vraiment qu'il y a une idée d'éducation de qualité, de réduire aussi les inégalités, de permettre à ces étudiants-là internationaux de mieux s'insérer dans le campus, dans la vie universitaire. On voit qu'on rejoint aussi l'objectif 15, qui est la vie terrestre. Un petit peu paix, justice, institutions efficaces, puis, bon, pas beaucoup mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, malheureusement. Bon, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais il n'y a pas eu... Les étudiants qui nous viennent des pays africains disent que le Canada, l'air est pur, il fait bon respirer, parce qu'eux autres, souvent, dans leur ville, il y a beaucoup de pollution de l'air par les gaz d'échappement des voitures ou des motos. Donc, quand ils arrivent ici, pour eux autres, là, il n'y a aucun problème de pollution au niveau de l'air. L'eau est bonne à boire partout. On prend de l'eau du robinet. Donc, pour eux, ils ne voient pas ces problèmes-là. Mais ils voyaient, par contre, qu'au niveau terrestre, il pourrait y avoir des améliorations. Et en fait, quand on regarde ça, c'est ça, on aurait pu, dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte a posteriori, c'est que les étudiants qui ont participé au processus de pensée design, on aurait pu avoir des sessions de formation au niveau du développement durable, au niveau de l'écologie, au niveau de la nature, vraiment leur faire comprendre c'est quoi les changements climatiques. Donc, ça nous renseigne que nous, comme animateurs de la pensée design, on peut ponctuer le processus, dans le fond, de pensée design, de résolution de problèmes par la pensée design, de sessions aussi d'enrichissement, d'approfondissement des savoirs écologiques et ça va vraiment leur servir. C'est des futurs enseignants, ça leur aurait vraiment servi beaucoup. Dans une prochaine fois, c'est sûr qu'on va intégrer ces éléments-là pour montrer, on le voit peut-être pas, mais oui, il y en a de la pollution de l'air, oui, il y en a de la pollution de l'eau, oui, il y en a des problèmes de changement climatique. Il peut y avoir des effets épouvantables sur la planète. Fait qu'il ne faut pas penser que tout est super beau, là. Donc, au niveau du verdissement, qui n'est pas tout à fait, qui est complémentaire au modèle que je vous ai présenté d'écologisation des campus, on a 3 concepts importants pour le verdissement. C'est des campus universitaires qui pourraient devenir des laboratoires vivants où les étudiants pourraient s'en servir pour étudier, en fait, les êtres vivants sur le campus même. Il y a la notion de stewardship, j'en ai parlé tout à l'heure, donc entretenir des jardins, former des groupes qui vont s'occuper des jardins. Et il y a la notion de biophilia. Pour moi, c'est vraiment crucial. Puis ça rejoint aussi les savoirs indigènes, les savoirs autochtones, qu'on fait un avec l'environnement. On fait un avec la terre. La terre, c'est notre mère. On fait partie de la terre. Il faut prendre soin. On prend soin de nous, il faut prendre soin de l'environnement, il faut prendre soin de la terre. Donc ça, c'est vraiment primordial. Et heureusement, partout dans le monde, on observe un verdissement des campus, mais ça n'a pas toujours été le cas. Bon, il y a des campus corporatifs, j'ai pris quelques idées un peu partout, mais juste pour vous montrer, ça c'est à Shanghai, c'est un campus complètement autosuffisant où il y a même l'élevage de poissons pour nourrir les gens qui travaillent là. Un autre campus, heureusement, les compagnies pétrolières se verdissent aussi. Ils vont, j'espère, changer pour les énergies renouvelables. Et Exxon, regardez le beau campus qu'ils ont, le campus corporatif à Irving, au Texas. C'est magnifique. Et on espère qu'ils vont transférer toutes leurs énergies vers les énergies propres et qu'ils vont délaisser le pétrole. Ça serait magnifique. Et des campus universitaires, il y en a des campus en transition. Donc, je vais vous en montrer rapidement. À l'Université de Sherbrooke, par exemple, on a un projet ruche qui fonctionne depuis 2014 et il y a eu l'édification d'un jardin pour pollinisateurs de 400 mètres carrés et ceci est encore en expansion. Et il y a des milliers d'heures de bénévolat qui sont rattachés à ça. Si vous regardez aussi sur le site de l'Université de Sherbrooke, il y a un circuit vert
où on peut, pendant 4,3 km, se promener à travers le campus de l'Université de Sherbrooke pour découvrir plein de plantes, des plantes, des légumes, des fruits, des plantes potagères, des plantes indigènes, des plantes mellifères, donc vraiment toutes sortes de plantes, comme vous voyez, des marais avec des canards, plein de choses. Et à l'Université d'Ottawa, heureusement, on est en transition écologique aussi. Il y a eu, à côté du centre universitaire, un bel espace qui a été aménagé et qui est complètement accessible pour les gens aussi handicapés. Et il va y avoir, il y a eu, je pense, un choix au-dessus de 300 plantes différentes, avec des plantes aussi d'origine indigène qui sont mises dans ces espaces verts-là. Ce n'est pas tout à fait terminé, mais c'est en bonne voie. Et on a aussi des toitures vertes qui se sont faits depuis que j'ai rencontré les gens, là, suite à nos maquettes. Il y a eu une toiture verte sur Pérez, qui est notre pavillon, qui a des toitures plates, donc ça se prêtait bien. 286 000 $ qui ont été investis pour une toiture verte au pavillon Pérez. On a aussi une certification LEED à l'Université d'Ottawa. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la certification, mais on a du compostage, on a du recyclage, on a les lumières qui se ferment partout quand on n'est pas là, la circulation d'air qui arrête partout. En tout cas, je pense que le verdissement, là, c'est bien parti aussi. Il nous resterait 1 minute pour pouvoir avoir une période de questions. OK. On a un mur végétal à notre faculté des sciences sociales. Pour terminer, donc, la pensée design, c'est une pensée qui peut aider à trouver des problèmes même sur les campus universitaires. Moi, je vous incite à l'utiliser et à combiner aussi cette pensée design-là avec des moments d'enseignement. Comme je vous disais, on a produit un guide, donc vous pouvez l'utiliser dans vos cours, que ce soit au primaire, secondaire, à l'université, au collège. Et voici mes références. Donc, je vous remercie et je reçois avec plaisir vos questions. Merci beaucoup, Madame Dionne. C'était une présentation très intéressante. Je vous invite peut-être à enlever votre partage